Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Dans l'épisode que vous êtes en train d'écouter, on va faire des comparaisons entre PSSM 1 et PSSM 2, mais pas forcément rentrer dans le détail de la PSSM 2. Du coup, pour mieux comprendre, il va falloir un point de référence qui va être la PSSM 1 et on va définir par différence la PSSM 2. Donc je reçois aujourd'hui dans ce podcast Marine, qui est la propriétaire d'Hawaï. Marine, elle vient discuter sur ce podcast en tant que propriétaire d'Hawaï, qui souffre de la PSSM 2. Vous l'aurez compris vu le titre de cet épisode. Et l'objectif de cet épisode, je vous l'ai déjà dit, c'est de faire une comparaison entre les deux, de comparer nos expériences en tant que moi qui ai un cheval qui souffre de la PSSM 1 et Marine de la PSSM 2. Donc on est sur nos expériences uniques dans le but de vous faire comprendre la diversité de cette pathologie et de toutes les pathologies qui peuvent exister et vous guider, non pas de manière académique, mais de manière plus détournée par nos témoignages. Marine, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast et je te propose de te présenter et de présenter donc Hawaï, ton cheval. Merci beaucoup Audrey de m'accueillir sur ce podcast. Je m'appelle Marine et je suis l'heureuse propriétaire d'un poney qui s'appelle Hawaï, qui est Pentors du père et d'une mère demi-sang arabe d'un croisement espagnol et arabe. Malheureusement, on a découvert sa PSSM2 il y a que 2 mois, c'est très récent. Et du coup, on va pouvoir échanger à ce sujet. Oui, oui, parce que moi je t'ai découvert via le partage d'une amie commune qui est fin d'année dernière. Donc on enregistre en mai 2023 pour ceux qui écouteront le podcast plus tard. Et tu commençais à te poser des questions sur Hawaï. Tout à fait, donc on en reviendra plus tard sur les signes de cette maladie. J'avais des soucis au niveau de sa prise de sang et bah, une amie m'a mis en contact avec toi parce que tu étais passée par là il y a quelques temps. Donc voilà comment on en est, comment nous sommes rentrés en contact. Donc on parlera en effet des symptômes qu'on a expérimentés, enfin que nos chevaux ont expérimentés un peu après. Je te propose de commencer par une présentation de la PSSM2 et là, tu es beaucoup plus calé que moi. Donc je vais te laisser présenter la PSSM2. Pas de souci. Donc la PSSM2, c'est un terme utilisé pour deux affections musculaires connues sous le nom de MFM et RER. On reviendra un petit peu plus tard sur la différence entre PSSM1 et PSSM2, mais déjà, il faut savoir que PSSM2 n'est pas associé à un problème de stockage de glycogène. PSSM2 est une maladie dont la composition musculaire du cheval entraîne des déchirures, des lacunes et des maillons manquants dans les tissus musculaires. Sous le terme PSSM2, il y a encore plusieurs sous-divisions parce qu'il y a différents variants qui ont été connus jusqu'à maintenant. Il y a le variant notamment P2, P3 et P4 qui affectent la protéine, une protéine qui sont dans le muscle, chacune une protéine différente. Il y a le PX qui est un variant qui affecte le canal ionique, un canal. Et maintenant, il y a aussi la P8 et la K1 qui ont été découvertes en 2020, mais on ne sait pas du tout ce que ça affecte. Il y a encore des recherches qui sont en cours. Donc tout ça, en fait, ça fait 32 gènes chez les chevaux qui peuvent être affectés par quelque chose. Et à l'heure dans laquelle je vous parle, on vient tout juste de découvrir encore deux nouveaux variants, la P5 et la P6. Il faut savoir qu'un cheval peut être affecté par la PSSM1 et la PSSM2 ou avoir également plusieurs variantes PSSM2. Dans les dernières études, il y a un cheval qui a montré 4 variants différents positifs de PSSM2. Il y a toutes les races qui peuvent être affectées. C'est vrai qu'on teste du coup beaucoup plus de races maintenant. Donc plus on teste des races, plus on se rend compte que cette maladie peut toucher en tout cas tous les chevaux. Un cheval, du coup, peut être atteint de cette maladie en étant hétérozygote ou homozygote, mais ça, Audrey vous en a parlé dans l'épisode précédent. Mon cheval, le variant qu'il a, c'est le variant P2, donc c'est le variant que je connais le plus. Le variant P2, c'est un variant de MFM, myopathie myofibrillaire. La myopathie myofibrillaire ou MFM fait partie d'un groupe de troubles appelés dystrophie musculaire. C'est plein de Le gros variant mots. Non.
Que des mots un peu compliqués, mais ce n'est pas des gros mots. Le variant P2 affecte quelque chose qui s'appelle la mitoline. La mitoline, c'est une protéine structurelle codée comme le gène. Pensez un peu comme du ciment qui aide à tout garder. Lorsqu'une mutation génétique se produit dans la mitoline, les grappes de mitoline mutées provoquent des ensembles également appelés agrégats. Ces amas empêchent les protéines des muscles de fonctionner normalement. Donc là, je vais essayer de vous faire un cas un peu plus concret parce qu'avec tous ces mots, vous devez plus en pouvoir. Mais pour regarder ça d'une manière un peu plus simple, avoir des mutations à mitoline, c'est comme une construction d'une maison sans ciment. Vous pouvez toujours la construire, mais à un moment donné, la maison s'effondrera et tombera au sol. C'est ce qui se passe chez les chevaux PSSM2 et 2. La mutation fait qu'un gène affecte le reste de la structure musculaire. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais malheureusement, au bout d'un moment, il est trop affaibli. Et comme le PSSM2 est dégénératif avec le temps, plus de grumeaux se produisent, plus la structure musculaire s'affaiblit, ce qui donne les symptômes qu'on a aujourd'hui dans cette maladie. Les chevaux peuvent avoir cette maladie à tout âge. Ça peut autant se déclencher très tôt comme plus tard, mais en tout cas, ils ont cette mutation génétique dès la naissance. Ils l'ont dès la naissance et ils la déclarent plus ou moins tard. Hem, donc du coup, toutes les PSSM2 affectent la structure du muscle, mais chaque variant affecte différentes, parties de la structure du muscle. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et comme on peut voir, il y a vraiment différents variants, mais je pense que là, on est en 2022, on en a un certain nombre, et au fur et à mesure du temps, on va en découvrir encore d'autres. Oui, c'est un sujet de discussion aussi. Moi, quand j'ai détecté, du coup, quand j'ai diagnostiqué Whisper de la PSSM1, donc il y a 6 ans, on commençait à peine à parler de la PSSM2. Il y avait aucun laboratoire en Europe qui l'a testé et on parlait à l'époque de P2 et P3. On parlait de P2 et P3. Je crois qu'on commençait à parler de PX à peine et les autres, pas du tout. Donc c'est vraiment très récent comme découverte. Mais c'est pas pour autant que la maladie n'existait pas avant. Oui, c'est ça. Et PX, il regroupait en fait tout ce qu'ils savaient pas ce que c'était en fait. C'était allez hop, on met tout dans PX. C'était exactement ça. PX, c'était on sait pas trop ce que c'est. On sait que ça affecte la structure musculaire, mais on sait pas vraiment comment et on sait pas vraiment sur quel gène et avec quel variant. Et tu vois déjà en 6 ans l'évolution qu'il y a et tout ce qu'on a pu découvrir. C'est vrai que bon, en France, on n'est pas encore très calé. Toutes les informations que j'ai trouvées, c'est malheureusement que sur des sites américains, il n'y a rien encore de traduit en français ou quoi, mais en espérant que par la suite, il y ait plus d'études en tout cas. Moi, j'ai grand espoir à ce sujet-là parce que, bah, quand moi j'ai diagnostiqué Whisper, la PSSM1, on la connaissait pas vraiment. En France, comme dit, il y avait, je crois, un laboratoire qui commençait à la tester, mais c'était un laboratoire qui faisait même des erreurs sur les couleurs des chevaux, donc c'est des erreurs qui se voient. Donc du coup, moi, je l'avais fait tester aux États-Unis, Whisper et c'est vrai que, bah, maintenant, en fait, je suis contente et en même temps, je suis ultra triste pour les gens qui diagnostiquent leurs chevaux qui sont positifs à la PSSM1. Mais en fait, maintenant, c'est très classique de voir des entiers reproducteurs qui sont, enfin des étalons, qui sont testés pour la PSSM1 de manière relativement systématique et à l'époque, on testait vraiment que les quarters et que les quarters et seulement les quarters qui étaient atteints de PSSM1 et maintenant, on a de plus en plus de chevaux qui sont atteints de PSSM1 donc ça va venir. On a de plus en plus de races, on se rend compte que ça touche toutes les races. C'est ça, sur les annonces, on voit de plus en plus tester négatif aux 5 panels. Mmh. Bon, malheureusement, ils testent pas encore PSSM2, mais j'ai espoir. Ouais, je pense qu'on va y arriver parce que c'est quand même une pathologie qui est très handicapante pour le cheval et c'est aussi une pathologie qui est handicapante pour le sport. Donc souvent quand ça devient handicapant pour le sport, on va le tester. On teste plus facilement, donc il y a déjà eu une énorme évolution en fait sur la PSSM1 et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour donner espoir aussi aux gens de se dire, bah, même pour la PSSM2, il y aura de plus en plus de recherches. Enfin, si ça se déroule comme pour la PSSM1, il y aura de plus en plus de recherches. Et qui sait, on refera peut-être un épisode dans quelques années et on parlera de l'évolution. Exactement, donc je l'ai dit, cet épisode a été enregistré en mai 2023, donc si vous écoutez cet épisode en 2030 et qu'on arrive à la PSSM2, P16, j'en sais rien, c'est normal. Du coup, toi, au niveau du dépistage, tu l'avais fait comment il y a 6 ans? Bah, du coup, moi, je l'avais fait dans un laboratoire, donc aux États-Unis.
Animal Genetics, qui existe toujours et je l'avais fait, sur les crins. Parce que, je l'avais fait sur les crins, donc le principe, c'est d'arracher des crins et de bien prendre le bulbe. Il faut de la matière génétique, donc il faut de la chair, il faut du sang ou le bulbe des crins. Donc j'avais épilé Whisper, je lui avais épilé l'arrière de la queue. J'avais arraché, je sais plus, c'était 20 ou 30 crins qu'il demande. Envoyé, enfin dans une enveloppe, dans un sachet plastique, dans une enveloppe, envoyé aux États-Unis et j'avais eu le résultat, je crois que ça avait été un délai de 1 mois et maintenant je sais que j'ai des clientes qui l'ont testé donc sur des laboratoires en France. Maintenant ça se fait déjà en France et il y a aussi de plus en plus de vétérinaires qui proposent de le faire. J'étais très surprise parce qu'il y a 6 ans, j'avais eu du mal à trouver un vétérinaire qui connaissait la PSSM-1 et le dernier vétérinaire qui est intervenu pour mes chevaux m'a dit: «Ah bah, oui, OK, c'est un quarter, il a la PSSM-1 donc on va faire attention à ça, ça et ça». Ça commence à venir. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par tester PSSM1 pour mon cheval avant de tester PSSM2 et maintenant, quasiment tous les laboratoires en France le font avec des délais plus ou moins longs. Mais c'est vrai que maintenant, les laboratoires français sont calés sur le sujet. Ouais, moi je vois, j'ai des clientes qui l'ont fait tester, enfin, toi aussi tu l'as fait tester. C'était des résultats qui étaient en 8 jours, quoi. Des résultats qui se font en 8 jours, c'est même maintenant les vétérinaires qui proposent de le faire. J'avoue que je l'avais fait par les crins parce que c'était possible, parce que c'était pratique et aussi par les crins, du coup, bah, on n'a pas forcément besoin d'un vétérinaire pour le tester et par les crins, c'est quand même moins cher. Oui, j'ai pu échanger avec des personnes selon la région dans laquelle on est. C'est compliqué parfois de faire venir des vétérinaires ou quoi. Et le fait qu'on puisse le tester soi-même, sans même l'approbation d'un vétérinaire ou quoi, si jamais certains ne veulent pas, eh ben, on peut le faire soi-même. Ça, si on a un doute, on peut le faire soi-même, ça coûte une cinquantaine d'euros. Et il y a même parfois des réductions. Oui, Ils ont fait des soldes sur ce test il y a peu de temps. j'avais vu des soldes au Black Friday. Je sais pas si tu en avais, j'avais vu des Oui. Black Friday des laboratoires sur la PSSM1. Donc on attend les soldes et hop, 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 on fait Voilà. tester. Bon, en tout cas, 50 €, c'est j'ai envie de dire, c'est moins que les frais de déplacement que mon vétérinaire me facture, donc bon. Et toi, du coup, tu l'avais fait tester comment à Hawaï? Donc tu avais fait la PSSM-1 par crin aussi? Non, la PSSM1, je l'ai fait par prise de sang. D'accord, donc ça De- s'était passé comment? à l'aide d'un premier vétérinaire, ça dure 1 seconde, hop, il prélève le sang, ils l'ont envoyé au laboratoire. Comme je suis passée par mon vétérinaire, c'est le laboratoire qui a envoyé les résultats à mon vétérinaire qui m'a rappelé. Donc quand il m'a rappelé, les résultats étaient du coup négatifs puisqu'il n'a pas PSSM1. Après, on en parlera un peu plus tard de mon parcours un peu chaotique pour réussir à faire tester PSSM2, mais quand j'ai fait mes recherches du coup pour PSSM2, c'est vrai qu'on peut le faire tester en France, en tout cas que par biopsie musculaire. Il n'y a encore aujourd'hui pas de laboratoire qui le fait par le sang. Et par Et biopsie musculaire, est-ce qu'ils te donnent le variant? oui, Donc tout à fait. par biopsie musculaire, ils peuvent te donner si c'est P2, P3, P4, C'est ça, ils testent d'accord, les 6 qui sont connus. Ils testent d'accord. la biopsie musculaire. Donc j'étais partante en soi au début pour faire la biopsie musculaire, mais quand j'ai continué mes recherches, j'ai vu que maintenant, en Belgique et en Allemagne, il y avait des laboratoires qui testaient par prise de sang. Et pareil, les 6 variants. Donc en échangeant avec les vétérinaires, je trouvais quand même ça plus pratique pour le cheval d'avoir juste une prise de sang à faire qu'un déplacement en clinique, même si c'est pas très compliqué, une biopsie musculaire, ça reste quand même une incision. Donc je voulais éviter ça. Donc on l'a fait par prise de sang, nous, pour Hawaï, en Belgique, par le laboratoire Synlab. Et j'ai appris il y a peu, donc ça je ne savais pas au moment où j'ai testé, qu'on peut même maintenant le faire par les crins en Allemagne. Et pareil, ils donnent les 6 variants bien détaillés. Donc SYNLAB, ça s'écrit SYNLAB. Oui, tout à fait. Il me semble que c'est ça. Tout à fait. Et le laboratoire, qui teste, par les crins en Allemagne, tu connais le nom? Oui, c'est Génératio, Generatio. Génératio. OK, tout simplement et donc là, on peut envoyer les crins de son cheval pour tester du coup les 6 variants connus. C'est ça, tout à fait. Sûrement, depuis quelques temps, il va y avoir beaucoup plus de laboratoires qui vont se mettre à le tester, mais pour l'instant, c'est les seuls qui le font. En Europe, en tout cas. Ou sinon, on peut l'envoyer aux États-Unis, mais ce qui est un peu plus compliqué. Ah, moi, c'est vrai que quand j'avais envoyé aux États-Unis, j'avais été sans scrupule, j'avais pris une lettre verte et je m'étais dit: «De toute façon, si ça passe pas à la douane, je le renverrai». J'avais pas fait une enveloppe, spéciale États-Unis et tout ça. Je m'étais dit: «Je vais l'envoyer, je vais tenter» et ça avait marché. Oui, parce que pour l'envoi de crins,
on n'a pas forcément besoin non plus d'un contenant particulier. Pour l'envoi de sang, on a besoin d'un contenant particulier qui est fait par un vétérinaire. De toute façon, c'est une injection, enfin, c'est un prélèvement en intraveineuse, donc on est obligé d'avoir un vétérinaire pour le faire. Combien t'avait coûté, le test de détection de la PSSM2? Au niveau du sang, j'en ai eu pour 350 €. Par contre, il faut savoir que si on a une assurance, enfin, en tout cas, moi, mon assurance pour Hawaï a pris en charge cette prise de sang. Ils prennent malheureusement pas en charge par la suite les maladies qui sont, enfin, les symptômes et ce qui peut découler de cette maladie. Mais en tout cas, toutes les recherches, que ce soit PSSM1 ou PSSM2, ils m'ont tout remboursé. D'accord. Non, mais c'est bien à savoir. Donc, si votre cheval est assuré, ça vaut le coup de regarder les termes de l'assurance pour voir s'ils prennent en charge, ce test. C'est ça. Moi, je les ai juste appelés avant de faire le test. Je leur ai dit, bah, je vais faire ce test-là. Et j'ai bien précisé que c'était en Belgique. Parce que je me suis dit, bon, comme ça fait pas partie de la France, peut-être qu'ils vont pas vouloir. Et ils m'ont dit, ah non, non, pas de souci. Vraiment, enfin, dans les termes, en tout cas, de mon contrat, de mon assurance pour Hawaï, il n'y avait aucun. Oui, de toute façon, c'est à vérifier auprès de son assurance, mais donc c'est possible. Et le test par les crins, tu connais le prix aussi? Donc, au niveau des crins en Allemagne, le prix, il est de 250 €. D'accord. Donc on reste quand même, abordable parce qu'on a les 6 variants. Donc en soi, PSSM1, il y a que un variant. Donc bon, 50 € pour la PSSM1, ça fait 50 € l'examen quoi, grosso modo. Et celui-là, on peut le faire sans vétérinaire. Exactement. Donc par l'écrin, c'est le même principe que pour la PSSM1, je pense. C'est-à-dire qu'il faut bien arracher les crins et non les couper. Il faut C'est bien ça. avoir le bulbe, entier et donc l'envoyer dans un sachet plastique, un sachet congélation et dans une enveloppe et on l'envoie ça, je pense qu'il doit y avoir un formulaire à remplir au laboratoire Et sûrement remplir un formulaire et après envoyer à l'adresse de. et même si l'allemand, c'est compliqué sur le site internet, il y a toujours Google pour traduire. Mais le site est en anglais. Le site est en anglais, donc Google traduit mieux. J'avoue que sur l'allemand, des fois, Google a un peu de mal. D'accord, donc du coup, on a vu, bah, les tests de dépistage. Maintenant, on a aussi dit que c'était sur toutes les races possibles. Pour autant, il y a quand même des signes qui disent qu'on peut soupçonner peut-être une PSSM1 ou une PSSM2. Les signes que moi j'observe donc chez Whisper, qui est PSSM1, ce qui m'avait vraiment mis la piste à l'oreille, c'était les contractions musculaires. C'est qu'il avait des contractions musculaires qui étaient très fortes, il transpirait beaucoup. Il y a les urines foncées aussi, qui sont classiques. Donc la liste des symptômes de la PSSM1, vous pouvez le retrouver dans l'épisode 6 du podcast Murmuricain. Est-ce que du coup, toi, qu'est-ce que tu as eu comme symptômes pour Hawaï, pour la PSSM2? Alors, j'ai eu pas mal de symptômes, mais j'ai été un peu aveugle sur le sujet parce que on pouvait toujours mettre ces symptômes sur le coup d'autres choses. Maintenant que je sais la maladie qu'il a, je peux faire la liste des symptômes. Donc, on a déjà au niveau des prises de sang bilan, en fait, ces CK et ces ASAT qui sont très très hauts. Ça se voit en fait dans une prise de sang générale que les vétérinaires font quand on leur demande un bilan de santé. Les CK et les ASAT, c'est les enzymes en fait caractéristiques du foie et des muscles. Donc on peut voir s'il y a un excès de ces enzymes, c'est qu'il y a un mauvais fonctionnement du foie ou des muscles. Et donc si sur une prise de sang de contrôle, il y a les taux d'ASAT et de CK qui sont élevés, ça peut laisser penser à une PSSM. Moi, c'était aussi quelque chose qui est présent chez Whisper. C'était pas un symptôme qu'on avait vu avant la détection, mais c'est un symptôme qu'on a repéré après. Moi, c'est vrai que c'est vraiment le symptôme qui m'a poussé à investiguer. Oui, c'était que c'était tout le temps au-dessus des normes. C'est ça, tout le temps. On a beau trouver, enfin au début, mon vétérinaire, il m'a dit c'est parce qu'il fait le foufou au pré. Ensuite, c'est parce qu'il est en croissance. Enfin, on trouvait toujours des choses, mais je trouvais bizarre que ce soit toujours aussi haut quand même. Et même de plus en plus haut. Plus le temps passait, plus ça augmentait. Dans un symptôme un peu basique qu'on peut ne pas se rendre compte, en fait, il donnait très bien les pieds, mais il avait énormément du mal à laisser son pied. Il le récupérait tout le temps. Donc, comme il était jeune, je l'ai eu à 3 ans et demi. Bon, au début, voilà, c'est peut-être une question d'éducation ou quoi. Mais encore maintenant, c'est vrai qu'il a toujours du mal à rester sur 3 pieds, à trouver son équilibre. Et même arrivé, Et ça, tu l'as mis en lien avec la PSSM2? oui, oui, oui. Bah, j'ai lu beaucoup d'articles et ça revenait très souvent dans les articles PSSM2 parce qu'en fait, ça leur demande de reporter leur poids et potentiellement sur le côté qui est un peu courbaturé, contracté. Non, c'est intéressant parce que moi, c'est vrai que Whisper, c'est aussi une difficulté qu'il a, mais que j'avais pas forcément relié à la PSSM1.
mais aussi parce qu'il est naviculaire, donc je mettais ça sur le naviculaire. Mais c'est intéressant, je vais y réfléchir dessus aussi. Ils appellent ça la maladie du maréchal Ferrand. D'accord. C'est des drôle. Mais voilà comment est écrit le symptôme. Enfin, dans la traduction anglais-français, en tout cas. Il est même arrivé qu'il tombe, en fait, quand D'accord. j'avais son pied, et qu'il y ait une grande faiblesse musculaire de l'autre côté et qu'il se retrouve à genoux. Ah ouais, donc d'un coup, Quand le on le le membre opposé, lâchait musculairement, il y avait plus de résistance musculaire et il tombait. Tout à fait, donc c'est un peu surprenant, Oui, c faut faire attention c'est un peu flippant, mais oui. oui. Ensuite, un symptôme aussi qui m'a fortement marqué, c'est que j'ai un cheval très hyperactif. Au pré, il court tout le temps, il fait tout le temps le foufou. Quand on est en balade en main, pareil, très, très actif. Et en fait, dès que je lui demande un effort, donc c'était en carrière ou en longe ou quoi, plus rien. Un cheval totalement abattu, vraiment les yeux livides. Et il le fait, mais tu sens qu'il le fait par plaisir. Enfin, pas par plaisir, pardon. Il le fait pour te faire plaisir, mais ça lui coûte physiquement, très vite essoufflé. Vraiment, tout a l'air plus compliqué pour lui dans le mouvement. D'accord, dès que tu avais un mouvement à demander, c'était plus compliqué et c'est vrai que les chevaux PSSM, que ce soit un ou 2, sont quand même souvent considérés comme feignants, enfin catégorisés comme feignants. Tout à fait, on m'a même plusieurs fois dit qu'il était feignant. J'ai eu au début même des moments où il restait les quatre pieds enfoncés dans le sable et à plus vouloir marcher. Et je comprenais pas. Enfin, j'étais dépourvue de ce que je pouvais l'aider, tout ce que je pouvais faire pour lui. Parce qu'en fait, j'entendais des personnes qui me disaient, mais non, faut lui bouger le cul, il est trop feignant, tout ça. Et moi, je sentais que c'était bien plus que ça, parce que je le vois bien à l'extérieur, il est pas feignant quand il est dans son pré ou quand on est en main, quand en fait, on lui demande pas quelque chose qui lui coûte physiquement. C'était vraiment le fait de rajouter ton poids qui lui coûtait physiquement? C'est ça. Rajouter mon poids ou même la longe au bout de quelques tours. D'accord. Euh, mais on le sent même dans sa respiration, en fait, ça grognait, enfin, tout montait en lui, c'était dur. Il faisait les mouvements, bah, parce que tu vois, bah, on est là et tout, mais dès que t'arrêtes, en fait, comme un cheval résigné, il s'arrêtait et il bougeait plus. Oui, alors qu'au pré, tu observais pas du tout un cheval résigné, aux soins non plus, en balade en main non plus. Enfin, dans aucun autre endroit, il était comme ça. C'est un cheval qui sait se faire comprendre, qui a son petit caractère et son petit carafon, mais là, en carrière, il n'était plus là, quoi. En carrière, il y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, donc bah, j'ai pas forcé, j'ai mis au repos quelques temps. Parce que voilà, je l'ai eu à 3 ans et demi, je l'ai commencé à le monter à 4 ans, je me suis dit peut-être qu'il est un peu tardif, on ne sait pas. Donc après, on l'a repris. C'est vrai qu'une fois que je suis dessus, il y a aussi beaucoup de soucis au niveau du galop. Enfin, c'est des chevaux, déjà dans leurs allures, qui ont vite tendance à passer à l'allure supérieure. Quand on leur demande de marcher rapidement, hop, ils préfèrent trotter parce que bah, c'est mieux pour eux, ils sentent plus à l'aise. Et le galop, c'est vraiment une allure très compliquée. J'avais des soucis. Enfin, c'était un cheval qui ruait beaucoup, qui boquait. Au départ au galop, c'était compliqué. Même en longe, dès qu'on demandait un départ, c'était pas simple. D'accord, donc même, pour toi, le galop était plus compliqué que le trot, par exemple? En carrière, en tout cas, parce que Oui. l'endroit était restreint, c'était plus compliqué. En extérieur, par contre, il prenait tout le temps le galop naturellement Plutôt pour que le échapper trot? trop rapide. Comme il est petit, on part souvent en balade avec des grands chevaux pour éviter de devoir trotter vraiment en poussant et voilà, en partant de l'arrière-main. Il partait dans un petit galop pour que ce soit plus à l'aise pour lui. Ça, c'était une discussion que j'avais eue avec d'autres propriétaires de chevaux, donc PSSM 1 pour le coup, et quelque chose qu'on n'arrivait pas enfin qui n'a pas été prouvé, mais où plusieurs recroisaient dessus, c'est que c'était plus facile de les échauffer, donc en fait de faire d'abord du pas, ensuite du galop et ensuite du trot. C'est ce qu'on a mis en Il n'y a pas de référence il n'y a pas de référence scientifique sur le sujet pour les PSSM-1, mais c'est une expérience de propriétaires qui enfin, c'est des expériences de propriétaires qui se recroisent sur le sujet. Bah, en tout cas, moi, je rejoins ton expérience. Maintenant qu'on a trouvé un peu, voilà, comment le soulager et comment l'aider, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est du pas, ensuite on galope et ensuite on trotte. Et ça l'aide vachement. Et pour terminer un peu dans les symptômes, comme toi, il y avait les muscles très contracturés. Ils étaient très très durs à l'œil nu. On pouvait voir les bosses sur son dos, notamment de l'arrière-main. Lui, ça se localise vraiment là. De temps en temps, il aimait pas qu'on le brosse partout. Voilà, hop, il bougeait un petit peu ou quoi. On sentait qu'il y avait des zones où c'était pas ok pour le brosser, notamment avec certaines brosses laiteries américaines. Il y a certaines périodes où c'est impossible pour lui. Moi, j'ai aussi jeté mon étrie américaine. J'en ai plus.
Je l'ai jeté, ça sert à rien. Non, c'est l'endroit. Et après, des petits symptômes, voilà, que j'ai reliés par la suite, c'est qu'il met beaucoup ses postérieurs au repos, tout le OK. temps un postérieur un peu posé, et la queue qui est portée plus d'un côté qu'un autre en fonction des contractures qu'il a. Ouais, ce serait intéressant de voir, parce que là, tu as mis seulement en place, depuis 2 mois les des aménagements pour, la PSM2 d'Hawaï. Ce serait intéressant de voir dans le futur, est-ce que tu vas voir une diminution de ces symptômes ou pas? Moi, c'est vrai que j'ai Oui, vu des symptômes qui ont diminué. Whisper, c'était pareil, donc il y a 6 ans, il y avait des contractures musculaires qui étaient visibles à l'œil nu. Je me souviens d'une copine qui m'a dit, «Ah mais il a un chignon ton cheval?» et non, c'était pas un chignon de gras qu'il avait, c'était en fait le muscle qui était tellement contracté qu'on aurait dit un chignon. Mais quand on touchait, on sentait bien que c'était pas du gras, on sentait que c'était du muscle et chose qui a diminué au fur et à mesure. C'est tous les symptômes ont mis vraiment par contre du temps à diminuer. Ça s'est compté en mois ou en années et c'était plus, à un moment donné, je me dis: «Ah mais l'année dernière, il avait ça et là, il l'a plus». Donc c'était très lent comme évolution au point que je le remarque pas vraiment. bah, au niveau de la queue, pareil, de la base de la queue, quand les chevaux ont tendance à l'embonpoint, ils ont du gras qui se met là. Et tout le monde me disait, ah là là, il a vraiment deux gros endroits de gras. Et je disais, ah bah non, toucher, c'est malheureusement pas du gras, c'est contracture. Peut-être mélanger un peu au gras, mais ça faut pas dire. Mais c'était surtout les contractures. Ouais, non, Whisper, c'était en février qu'elle me l'avait dit, alors j'ose espérer qu'en février, il avait pas de chignon. Ouais et toi, tu as pas du tout les symptômes de transpiration, par exemple, par contre? J'ai pas du tout les symptômes de transpiration, j'ai pas du tout les symptômes des urines foncées. Ouais, ça, je l'ai jamais eu non plus. J'ai un cheval qui urine très régulièrement, donc je peux observer ses urines, mais elles sont transparentes, tout va très bien. Et c'est ça, en fait, chaque cheval PSSM a ses symptômes bien à lui. Oui, chaque cheval PSM a ses symptômes bien à lui, il en présente certains ou il en présente pas d'autres. Moi, c'est vrai que le seul qui présentait pas, c'est les urines foncées, mais c'est vrai que chacun présente, certains symptômes ou pas. Toi, il transpire pas, il y en a qui transpirent abondamment. Il y en a qui auront peut-être pas de mal, qui auront peut-être moins de contractures musculaires. Chacun est unique. Oui, c'est vrai qu'après sur certains groupes Facebook et notamment sur certains sites américains, on voit des symptômes qui sont monstrueux. On voit des symptômes qui sont monstrueux, du cheval qui tremble. Moi, j'ai jamais eu de tremblement musculaire. Enfin, je l'ai un peu, mais quand il a vraiment froid et il faut plisser les yeux pour voir le tremblement musculaire. Oui, pour revenir sur les groupes, c'est vrai on voit des chevaux qui ont tout comme symptômes, qu'on n'ont rien. Il y a des chevaux qu'on dit asymptomatiques. Je suis pas sûre que le cheval puisse être vraiment asymptomatique. Je pense qu'il a deux, trois trucs, mais qu'on peut mettre sur autre chose, sur le dos d'autre chose. Et du coup, là, on se rend pas trop compte. Mais c'est vrai qu'il y en a, bah, malheureusement, qui ont la maladie beaucoup plus, enfin, qu'on voit beaucoup plus que d'autres. Oui, moi, le cheval asymptomatique, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent: «Bah, mon PSSM est asymptomatique». Ma difficulté avec ça, c'est que j'ai l'impression enfin, du coup, je trouve que ça transmet une image qui est pas juste et que ça transmet une image que les chevaux PSSM sont des chevaux, entre guillemets, «normaux» et avec qui on peut tout faire et moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord, je pense qu'on peut tout faire, mais qu'il va falloir faire attention. C'est ça, et pour revenir sur le côté un peu technique, c'est quand même un variant qui est dominant, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où même s'il est hétérozygote et du coup qu'il a qu'un seul gène de Il malade, la s'exprime maladie est là. et le variant va s'exprimer alors je pense qu'il y a aussi, des fois, je vois des gens qui ont des chevaux jeunes et donc pour les PSSM1, c'est normal que quand ils ont pas tant qu'ils n'ont pas fini leur croissance, c'est normal qu'il n'y ait pas de symptômes parce qu'en fait, c'est la croissance, c'est le fait de grandir qui va consommer tout le glycogène dans les muscles et les symptômes arrivent plutôt vers, 6, 7, 8 ans. Et tant qu'on travaille, moi, c'est vrai que c'est vraiment en le mettant au travail que j'ai pu faire le lien et que j'ai compris et que voilà, je suis super bien entourée. J'ai une coach géniale qui m'a dit, mais je ressens ce que tu ressens et oui, il y a quelque chose. Et toi, au moment où du coup tu as décidé de faire tester ton cheval, ça a été simple de convaincre les professionnels, enfin les professionnels étaient au courant de cette maladie? Pas du tout. Pas du tout, moi j'ai compté le nombre de vétérinaires et d'ostéopathes et de ce que Whisper avait vu. Je crois que j'arrivais à 7 vétérinaires, 10 ostéopathes.
qu'il avait vu et qu'il ne m'avait rien dit du tout. Et moi, le gros élément déclencheur du fait que je me suis penchée sur la PSSM, alors j'ai fait la sourde. Je m'en suis rendu compte après, j'ai fait la sourde oreille parce que j'avais une professionnelle qui m'en avait parlé. J'avais eu une professionnelle qui était une monitrice. J'avais pris un cours avec elle et elle m'avait demandé, bah, dans la discussion qu'on avait eue en début du cours, est-ce qu'il est testé pour les 5 panels? Donc les 5 panels, c'est 5 maladies qui sont très présentes chez les chevaux américains et donc qui sont testées. D'ailleurs, c'est obligatoire aux États-Unis de tester les reproducteurs, quarter horse et paint horse pour les 5 panels, dont la PSSM-1 fait partie. Et moi, je me souviens que je lui ai dit: «Oui, oui», voilà. Et en fait, c'était pas vrai. Il n'avait pas été testé. Je le savais, mais j'avais quand même répondu: «Oui, oui, il est testé». Et après, je m'étais du coup renseignée, sur son propriétaire, enfin sur son naisseur. Je lui avais demandé J'avais envoyé un message au naisseur et je lui avais dit: «Bah, est-ce que, les 2 parents sont testés aux 5 panels?» Parce que du coup, si les 2 parents sont négatifs, les petits sont négatifs, les poulains sont négatifs. Et je crois que l'éleveur, il a fait comme moi, parce qu'il m'a dit: «Oui, oui». Et puis, l'année d'après, le mâle a arrêté de reproduire, bizarrement. bizarrement. Donc je pense qu'il m'a dit: «Oui, oui» et puis qu'il a fait tester ses 2 reproducteurs, a posteriori et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc j'avais fait la sourde. Au moment-là, j'avais fait la sourde et j'ai envie de dire, c'est presque dommage parce que c'était avant que j'achète Whisper. J'aurais négocié le prix. Moi aussi. Voilà. Dommage, tant pis, je suis passée à côté d'une économie qui aurait été réinvestie dans les soins derrière. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai diagnostiqué il y a 6 ans et justement, il y avait une ostéopathe qui était venue et qui m'avait dit: «Ah bah, il est contracté musculairement, il aurait besoin d'aller faire un galloping pour se délier». Grosse, grosse erreur parce que, bah, les crises de PSSM, alors, les crises de PSSM-1 se déclenchent quand il y a un effort physique qui est trop intense. C'est la même chose pour les crises de PSSM-2? Tout à fait, c'est la même chose. C'est la même chose, donc quand il y a un effort physique qui est trop intense. Donc moi, j'ai pris mon cheval qui n'avait grosso modo rien foutu depuis 4 mois. Il vivait bien au pré et je suis allée faire 1 heure de galloping et il est rentré, en sueur, totalement tétanisé des muscles. J'ai même cru que j'arriverais jamais à rentrer à l'écurie. Voilà, j'ai appelé la vétérinaire en lui expliquant et elle est venue donc le lendemain matin. Moi, j'étais pas là quand elle est venue et la vétérinaire m'a dit: «Bah, c'est une entorse du boulet gauche». Une Ah, entorse du boulet gauche. Ah, d'accord. Bon, il a mis 4 mois à se remettre, de son entorse du boulet gauche et entorse légère, hein, parce qu'elle m'avait mis, 3 jours d'anti-inflammatoire. Voilà, mais non, c'est que c'était un coup de sang. c'est ça, en fait, c'était un coup de sang et mon cheval, ce qu'il aurait dû avoir là, c'est être emmené en clinique et avoir une perfusion pendant un long moment. C'est ce qu'il aurait dû se passer, c'est ce qu'il aurait dû avoir et c'est ce qu'il a pas eu. Il a eu ces 3 jours d'anti-inflammatoire et moi, je faisais toujours l'aveugle, hein. Je faisais toujours l'aveugle. «Oui, oui, entorse du boulet gauche». Moi, je faisais toujours l'aveugle et en fait, c'est une copine donc je lui raconte ce qui s'est passé et puis, bah, je lui raconte, 2 mois après, je dis: «Bah, en fait, mon cheval, il est toujours pas bien, il a vraiment du mal à passer cette entorse». Vraiment du mal, hein et en fait, elle me dit: «Bah, écoute, moi, je me renseigne, pour ma jument, sur un truc, j'ai lu il y a pas longtemps, ça s'appelle la PSSM et en fait, ça me fait beaucoup penser à ce qu'il a ton cheval». Donc c'est cette amie qui me dit ça et c'est là que je me suis renseignée, que j'ai lu en anglais. J'ai la chance de lire en anglais, que j'ai lu en anglais et où je me suis dit: «Mais en fait, mon cheval a tous les symptômes qu'on connaissait à l'époque». Voilà et bon, là, j'y croyais, hein. Je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça qu'il a». C'est plus une entorse. On oublie l'entorse du boulet gauche. On oublie l'entorse du boulet gauche, c'est pas ça. Je le fais tester donc aux États-Unis. 1 mois après, j'ai eu le résultat, hétérozygote à la PSSM-1 et donc du coup, c'est à partir de là où j'ai mis en place, des adaptations dont on va pouvoir parler aussi. C'est là que j'ai mis des adaptations en place et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, bah, du coup, j'en avais vraiment marre des vétérinaires. J'en avais vraiment ma claque. Honnêtement, j'en avais vraiment ma claque. J'en avais vu 7 avant, il y en a aucun qui me diagnostiquait ça et je me suis dit enfin après quand je l'ai vu, j'étais là: «Mais c'était évident que c'était ça. Évident, c'était marqué sur sa gueule, en fait» et après j'ai fait venir un autre vétérinaire donc 6 mois après
Et là, le vétérinaire est arrivé et m'a clairement dit, enfin, 1re question, c'était: «Est-ce que c'est un quarter horse?» 2e question: «Est-ce qu'il est testé PSSM?» Et c'est là où je me suis dit: «OK, j'ai trouvé un bon vétérinaire». Je me suis dit: «J'ai trouvé un bon vétérinaire». Donc je dis: «Oui, il a été testé PSSM, il y a 3 4 mois. Il est positif, il est hétérozygote» et à partir de là, on a eu une bonne prise en charge. Donc moi, j'ai eu un concours de circonstances qui a fait que j'en avais ras ma claque, enfin j'en avais ras la casquette des vétérinaires et donc j'ai testé seule, sans professionnel et bah, le hasard a bien fait les choses et ce qui fait que 6 mois après, j'ai rencontré enfin 3 4 mois après, j'ai rencontré le bon vétérinaire. Celui qui connaissait la PSSM 1. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi et enfin pour Whisper et du coup, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi? Je me reconnais dans ton «j'en ai ras la casquette des vétos», puis on en trouve un qui nous réconcilie et en fait, j'ai eu un Et j'ai rien du tout contre les vétérinaires. Tous les vétérinaires que j'ai eus jusqu'à enfin, par la suite, me réconcilient de plus en plus avec les vétérinaires. Me réconcilient de plus en plus, comme dit celui qui est venu, il y a 3 4 mois, qui m'a dit directement: «Bah, elle est sédatée pour les dents». Il m'a dit: «Bah, OK, mais vu qu'il est PSSM, je vais lui mettre cette sédation et pas une autre. Faites attention, sur cette sédation, il peut y avoir ça et ça, surveillez bien ça et ça» et voilà. Donc c'était un vétérinaire qui connaissait bien la PSSM. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus et en plus heureusement. et heureusement. Pour mon parcours de détection de la maladie, comme je t'ai dit, j'ai eu Hawaï il y a 3 ans et demi et je fais une prise de sang, bilan de forme par an pour savoir un peu où est-ce qu'on se situe, comment ça va et du coup, dès que je l'ai acheté, en fait, je l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai eu à confier et pareil que toi, j'aurais pu négocier le prix. Mais bon, dès qu'il est arrivé dans ma vie, j'ai fait une prise de sang et c'est vrai qu'il avait les CK et les azates assez élevés. Et c'était pas non plus hors norme et le vétérinaire me dit rien dessus. Donc moi, je m'y connais pas, je dis pas, il me dit rien dessus. Il avait une légère anémie, donc enfin, il me parle de son anémie, mais rien de plus. Donc bon, un an passe. C'est vrai que, bah, comme je disais avant, il y avait tous les soucis de cheval qui voulait pas avancer, cheval léthargique, quoi. Oui, puis un 3 ans, enfin un 3 ans et demi léthargique, c'est quand même C'est ça. Mais je me suis dit: «Bon, pas courant. c'est pas courant». Mais comme il était hyper actif au pré et tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire le clown, je me disais: «Ça se trouve, il est juste, très tardif». Enfin, même pas tardif, il a 3 ans et demi, 4 ans, c'est normal, la croissance, ça lui tire dessus. Ça reste un poney, je reste quelqu'un de grande, même si je suis pas épaisse. Je le gêne, en fait, et le travail, c'est juste compliqué pour lui. Donc je mets en stand-by pendant un an et on revoit dans un an. Un an après, je refais la même prise de sang. Et là, les CK et les ASAT sont aussi très hauts, mais là, encore plus hauts que ce qu'ils ont été. Et là, mon premier vétérinaire commence à se dire, il y aura peut-être quelque chose et tout. Mais bon, vous lui donnez des vitamines et basta. Parce qu'en fait, j'avais déménagé un mois auparavant dans une nouvelle pension. Et du coup, il s'est dit, bon, maintenant, il vit dans 10 hectares, dans un pré vallonné. Si ça se trouve, c'est juste épuisant pour lui. En plus, comme on le voit et qu'il fait tout le temps le foufou, c'est juste, en fait, épuiser un peu les muscles tout seul. Bon, j'écoute, je donne pendant un mois mes vitamines, du Red-Cell, du Red-Plex, tout ça, tout ça. Il m'avait quand même dit de refaire une prise de sang un mois après, donc on refait. C'est vrai que ça, les taux avaient été un petit peu redescendus, mais c'était pas non plus à la normale. Et Ils étaient quand même trop hauts par rapport à c'est la ça. norme. Et il me dit, ah non, non, bah, plus besoin de me voir, plus besoin de faire de prise de sang, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Là, il y a quand même une petite partie de moi qui se dit bizarre, bizarre. Et comme je trouvais un peu fatiguée, je me dis, bon, allez, on va tester Pyrolike. On sait jamais si ça se trouve c'est ça, même si bon, maintenant, je sais que voilà, les maladies de Lyme ou quoi, c'est tout le temps. C'est pas un cheval hyperactif au prix et juste un peu léthargique au travail. Donc, je fais tester Pyrolike 2 fois. Parce que, comme je sais que parfois, il peut y avoir des faux négatifs, des faux positifs. Donc, je le fais tester 2 fois. Tout revient négatif. On continue de travailler avec ma coach. Ça va mieux parce qu'en fait, on fait un travail régulier, mais on sent quand même que c'est compliqué. Et elle me pousse, elle, à faire appel à un autre vétérinaire pour refaire une prise de sang quelques temps après. Donc, on refait la prise de sang. Les CK, ils sont encore très très hauts. Et là, pour la première fois, ce vétérinaire me parle de PSSM. C'est la première fois qu'il formule ce mot-là. Donc, ce vétérinaire me dit, bah, écoutez, ça ressemble à PSSM 1.
on va le faire tester, on sait jamais. Et moi, à ça, je réponds, oui, mais j'ai contacté l'éleveur, son père, il est négatif, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait cette maladie. Il me dit déjà, malheureusement, il y a certains élevages qui mentent, et ça peut venir Mmh. aussi de la mère. Je, oui, mais la mère, elle est donnée sans rep, c'est pas une maladie qui touche cette race-là. C'est une maladie qui touche que les C'est quarters ça. et les painters. Il me dit non, non, on va tester, on verra. Donc, Bon c'est vétérinaire. ça, à moitié. Sur le début, ça commençait bien. Et il fait la prise de sang, il l'envoie, elle revient négative. Et c'est vrai que j'ai eu un mois à avoir les résultats de la première prise de sang. Et en fait, j'avais fait toutes mes recherches de mon côté. J'avais épluché tous les sites, j'avais lu tous les sites américains. Et j'étais tombée du coup sur PSSM2. Je me suis dit, bon, si ça revient négatif, je demande au vétérinaire de faire PSSM2. Et plus je lisais des articles, plus je me dis, mais c'est mon cheval en fait. C'est lui. Vous avez fait son autobiographie, sa biographie, quoi. Vous avez pris mon cheval comme exemple, en fait, pour écrire cet article. C'est tout à fait ça. Et donc les résultats reviennent négatifs, donc je lui parle de la PSSM2. Il est pas trop réactif et il me dit bon, si vous voulez, je vous le fais par biopsie musculaire. Et moi, j'avais déjà fait toutes mes petites recherches et je savais qu'on pouvait le faire par prise de sang. Je dis bah je suis désolée, mais je préfère qu'on fasse par prise de sang. Et je pense qu'en fait c'était un tout jeune vétérinaire, il venait tout juste de rentrer dans une clinique et il osait pas trop. Il a dit oui, mais la clinique elle travaille qu'avec un laboratoire, je veux pas rentrer à l'encontre d'eux. Je lui dis bah c'est pas grave, bonne journée, au revoir. Je vais aller trouver une autre vétérinaire. Donc on me conseille une troisième vétérinaire, donc celle qui m'a réconciliée avec les vétérinaires, que j'appelle, je lui explique la situation, je lui dis voilà, je vais faire tester Hawaii, PSSM2, par prise de sang. Il me dit bah, de toute façon, du moment que vous payez, je vois pas pourquoi je vous dirais non, il n'y a aucun souci. Donc elle vient, elle fait la prise de sang et je parle avec elle. En plus, elle s'y connaissait vachement parce qu'elle me racontait qu'elle suivait des chevaux de la garde républicaine de trait qui avaient tous PSSM, en fait, tous les chevaux avaient PSSM et qu'elle avait réussi à vraiment mettre des protocoles qui fonctionnaient. Donc je me suis sentie rassurée. Et un mois encore après, on a reçu les résultats. Donc il était positif, hétérozygote sur le variant P2. Du coup, d'un côté, c'était un soulagement parce que c'était le troisième vétérinaire auquel du près je faisais ma démarche auprès de lui et je m'y étais vraiment investie corps et âme et je me suis dit, en fait, je sais que mon cheval, il a quelque chose et je voulais juste qu'on trouve ce qu'il avait. Et je pense que j'aurais été déçue et triste de pas trouver parce que j'étais intimement convaincue qu'il avait quelque chose. Donc c'était le soulagement au final de trouver ce qu'il avait. Oui, c'est paradoxal parce qu'en fait, on est content de savoir que notre cheval est malade. C'est ça. C'est très paradoxal, mais je pense que beaucoup de propriétaires peuvent se retrouver là-dedans. On est content de savoir qu'il y a quelque chose et qu'est-ce que c'est? Pouvoir mettre un mot dessus, pouvoir du coup l'expliquer auprès maintenant des professionnels qui viennent, même des coachs ou quoi que ce soit. Et, et en plus, du coup, savoir ce qu'il faut mettre en place pour essayer de soulager cette maladie qui malheureusement, du coup, est génétique et incurable. Oui, c'est vrai que d'un côté, en fait, quand on fait ce test, après on a une certaine crédibilité et plus d'aplomb, plus de force pour en fait, aider notre cheval, pour soutenir notre cheval, pour être l'avocat de notre cheval, pour le défendre auprès de certaines personnes qui des fois nous disent: «Bah non, c'est un cheval feignant». Bah non, j'ai un mot du médecin qui dit le contraire. Moi, j'ai eu des coachs qui m'ont dit qu'il était feignant, j'ai eu des maréchaux qui m'ont dit qu'il était mal élevé. Oui, parce que toi, ton parcours a été jalonné quand même de justifications. C'est ça, De te dire: «Bah oui, mais il a 3 ans, il sort de débourrage, il connaît peut-être pas les jambes, il est peut-être, mal éduqué». tout à fait. Alors, on m'a donné toutes les justifications possibles et inimaginables, en tout cas. Et je les ai, bah, comme toi, j'étais un peu sourde, du coup, bah, oui, oui, c'est vrai, il est tardif. Bon, c'est vrai qu'il est un peu mal éduqué, bon, c'est vrai, mais il y a un moment, ça fait beaucoup quand même. Ouais, quand on te disait, par exemple, quand le maréchal te disait: «Il est mal éduqué», toi, tu te disais: «Oui, il est mal éduqué» ou alors tu disais, «Bah, je suis pas d'accord, il est plutôt bien éduqué, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas derrière»? Je pense qu'il arrivait à me convaincre qu'il était mal éduqué. Ouais, Parce que même, moi il aussi. y a des fois où, voilà, il l'engueulait. Il me disait non, mais aussi, vous le disputez pas, donc il va pas comprendre. Et en fait, je me retrouvais à engueuler mon cheval, alors que c'est une chose que je n'ai jamais faite. Mais un peu pour faire plaisir au maréchal, pour montrer que, regarde, je sais l'éduquer, mon cheval. Mais enfin, on sait très bien que c'est pas comme ça. Et maintenant, on sait très bien que c'était pas une question d'éducation. Oui,
Maintenant, tu le sais, mais pour autant, au moment-là et moi, c'était pareil, hein, au moment-là, quand on me disait: «Bah, ton cheval, il est feignant, pousse-le, prends une cravache», bah, oui, OK, je fais. Je vous crois, je je vous écoute. Je me remets entre vos mains de professionnels. Moi, en tant que particulier, je me mets entre dans vos mains, je mets ma confiance entre vos mains et Prends une voilà. chambrière, il faut que tu le touches, c'est parce qu'il a jamais été touché. On m'a dit, parce qu'en fait, tu l'as jamais touché avec la chambrière, donc il sait pas ce que ça va faire. Une fois que tu vas le toucher bien comme il faut, bah, tu vas voir, il va avancer. Une fois qu'il va avoir mal, il va comprendre qu'il doit se barrer quand il voit la chambrière. On a même eu d'autres explications, parce que j'ai essayé de trouver toutes les explications possibles. Je travaillais avec une personne qui travaille avec les éléments chinois, donc on avait réussi à se dire, ah, bah, comme il est bois, peut-être qu'il est un peu contre nous, donc c'est peut-être pour ça. Enfin, on avait essayé de trouver toutes les explications possibles, en fait. Oui et tu prenais ces explications et maintenant, comment tu vis, par exemple, le fait de devoir, d'avoir dû, engueuler Hawaï ou alors qu'en fait, il était pas bien? Ouais, j'ai cette pente de culpabilité de me dire j'aurais voulu le voir avant et j'ai même fait des choses qui l'ont mis en danger. Maintenant que je fais le film à l'envers et que je sais ce qu'il a, je refais le film et je me dis en fait par exemple je sais que le camion c'est très dur pour eux, ça leur demande un effort physique compliqué et en fait voilà, j'ai pris le camion, je suis partie une journée à la plage, j'ai repris le camion, je suis rentrée 2 heures et demie aller, enfin dans tous les sens et je me dis mais en fait je l'ai mis en danger, enfin même je nous suis mis en danger de, bah, parce qu'en fait, la fatalité un peu de cette maladie, c'est ce qu'on a peur, c'est le coup de sang, c'est ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai échappé à ça, mais maintenant que je le sais, bah, on peut éviter. Oui, c'est ça. Maintenant, on devient un peu plus précautionneux. Ouais, mais c'est vrai, beaucoup de culpabilité sur des choses bah, que j'ai pu lui faire, ou voilà, ou l'engueuler quand il y a le maréchal, ou une coach qui me dit, bah, faut le toucher, ou ben, tout ça qui fait que, Oui, prends une cravache, il va répondre à ta jambe. Moi, je l'ai aussi fait. J'ai aussi fait une coach qui me dit: «Bah, prends la cravache, on va lui faire une leçon de jambes». Maintenant ça va, je vis mieux avec ma culpabilité parce que j'ai rajouté, en fait, des années positives. Ça fait du coup 6 ans où en fait, je dis aux professionnels qui m'encadrent, «Bah non, j'ai un mot du médecin, alors je ferai pas ça». C'est un peu c'est un peu ma facilité derrière le diagnostic, c'est de se dire: «Bah ouais, en fait, j'ai le mot du médecin» et c'est vrai que le parcours de détection peut être très très compliqué. Toi, tu savais depuis le début, tu avais ce sentiment qu'il y avait un truc qui clochait ou depuis le début, je savais qu'il y avait quelque chose. Et comme on me donnait des motifs, je me disais, bah oui, ça doit sûrement être ça. Et puis, quand je l'ai eu, j'y connaissais vraiment pas grand-chose dans les chevaux. Voilà, ça. Je sortais d'un net club, on m'a jamais appris à m'occuper d'un cheval ou quoi. Donc, bah, en fait, tout ce que les professionnels me disaient, bah, c'est des professionnels, c'est normal, je les écoute. Mais j'avais cette intime conviction qu'il y avait quelque chose. Je le sentais. c'est un message, pour celles qui nous écoutent de, bah, si en fait, vous en tant que propriétaire, vous sentez qu'il y a un truc, en général qu'il y a un truc. En général qu'il y a un truc. Et ça reste quand même enfin, je sais pas pour ton cheval, mais c'est des chevaux qui peuvent très vite être dans l'agression. Donc on me dit c'est des chevaux voilà, qui sont très agressifs, parce qu'en fait, bah, juste ils ont mal et en fait ils montrent leur douleur bah, en étant agressifs. Et maintenant que je fais le chemin à l'envers et que je parle avec des professionnels, c'est vrai que c'est par contre j'ai un cheval qui n'a jamais montré la douleur. Donc on pouvait pas savoir vraiment des signes avant. Enfin, il y avait des signes, mais il les montrait pas. C'est un cheval très résistant à la douleur. Il n'a jamais plaqué les oreilles en arrière. Il m'a jamais dit non. Enfin, il a jamais enfin, il a jamais montré cette douleur. Donc, il est déjà très courageux. Je suis déjà très fière de lui. Mais c'est vrai que avoir un cheval qui montre un peu plus, bah parfois c'est bien aussi. Si un cheval est agressif, bah c'est qu'il y a sûrement quelque chose. Enfin, il est même très souvent tout le temps Il y a derrière. quelque chose. Quand un cheval est agressif, il y a quelque chose derrière. Mais moi, c'est un agneau. Moi, c'est un amour. C'est un amour, même quand il était contracturé comme tout, si je lui disais: «Viens, on sort du pré, on va faire une balade». «Ouais, OK, on va faire une balade». C'est tout à fait ça. J'avais beau l'avoir travaillé enfin, le jour d'avant alors qu'il avait mal, et ben j'arrivais le lendemain, je l'appelais, il arrivait en courant. Non, wouhou, t'es là, c'est super. Bah, c'est super, Ouais. il est content d'aller travailler, dis donc. Mm. Ouais, non, mais totalement.
Surprise! C'est la Audrey du montage qui vous parle. Encore une fois, on a frappé, on a beaucoup trop discuté avec Marine, et du coup, j'ai décidé de couper cet épisode en deux. L'épisode que tu viens d'écouter était axé sur les PSSM, et notamment sur les PSSM 2, avec comme objectif de sensibiliser à ces pathologies, à leur détection, à leurs symptômes, etc. Dans la partie 2 de l'épisode, qui sortira donc la semaine prochaine, Marine et moi, on va te proposer un focus plus sur les humains. Donc bien évidemment, on va rester sur la PSSM2 et la PSSM1, mais l'épisode que tu entendras la semaine prochaine est totalement adapté à toutes les pathologies et à la gestion de toutes les pathologies chroniques chez les animaux. Donc même si on parlera PSSM, tu pourras t'y associer si ton cheval souffre d'une pathologie chronique. Je pense notamment à l'arthrose, à l'emphysème, à des fourbures qui se sont chronicisées, au naviculaire, etc., etc. J'espère que je t'ai mis l'eau à la bouche et que tu reviendras la semaine prochaine pour écouter la seconde partie de cet épisode. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et je te remercie de ton écoute. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!